une nouvelle table ronde où on va parler d'une thématique importante, s'il en est, de l'aide aux aidants et de l'aide aux aidants salariés également. Parce que effectivement, on parle de l'aide aux aidants, mais il y a un rôle que doivent prendre à bras-le-corps les RH, les entreprises, justement, pour éviter des burn-out, et puis vraiment pour pouvoir accompagner les aidants salariés et puis les aidants tout court. Et pour en parler, Jean-Manuel Kupiec de l'OCIRP. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Jérôme. Et Guillaume Staub de la société Prevenker. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous êtes tous deux vraiment plus qu'investis dans cette thématique des aides aux aidants. Et l'OCIRP a lancé récemment un observatoire des salariés aidants. C'est bien ça, Jean-Manuel? Et il y a une synthèse des résultats, une étude. Je ne sais pas si on peut zoomer sur cette étude. Il y a une étude qui a été mise en place par l'OCIRP. Est-ce qu'on peut résumer les grandes lignes des découvertes ou alors des choses que vous avez pu confirmer grâce à cette étude? Merci Jérôme. Oui, alors pourquoi cette étude? Parce qu'on l'a lancée le 6 octobre, Journée nationale des aidants. C'était l'objectif. Et donc, l'idée première, c'est de dire, eh bien, les aidants sont en général invisibles, mais les aidants salariés sont des fois visibles. Alors, quand je dis qu'ils sont visibles et invisibles, c'est pas tout à fait vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué parce que les aidants salariés, à 24%, se reconnaissent aidants dans l'entreprise. Donc, vous en avez 76 qui ne se connaissent pas ou qui ne veulent pas. Deux choses, qui ne veulent pas être aidants, qui ne veulent pas se reconnaître aidants et qui considèrent que être aidant, ça relève de la sphère privée et ça ne relève pas de l'employeur. Donc, on a un vrai sujet, c'est le déni et le tabou d'être aidant dans notre société. D'ailleurs, si je fais le prolongement, il y a le même déni sur la vieillesse dans notre société. On parle de vieillesse, on ne parle pas de longévité. Vous voyez, le vocabulaire a de l'importance. Notre société, pourquoi aujourd'hui on a fait une loi ASV en fin décembre 2015. On n'a toujours pas la deuxième partie de la loi qui était le financement. Parce que j'ai pas un lobby, je le dis, on n'a pas un lobby des seniors dans notre société. Il n'y a pas de lobby. Et donc il n'y a pas de pression, d'une certaine façon, des salariés de toute la population française sur ce sujet. Donc les politiques ne font rien. Enfin, je résume un peu. Ça reste une des grosses thématiques quand même de la présidentielle 2022 qui commence vraiment à se cristalliser. Non? Alors, je me trompe? Mais on a fait des petites touches un peu partout. Mais sauf Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France où il y avait les chasseurs eux aussi votent et les boomers vont voter. Bon, ils ont fait une petite erreur de com pour ce coup-là et ils s'en mordent les doigts. Mais d'une certaine façon, notre société a un refus de la vieillesse. Donc tant qu'on n'aura pas soulever ce bouclier, ce couvercle, tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas. Comment ça s'est déroulé cette étude? Quel a été le schéma, la démarche? Alors la démarche, la première chose, c'est qu'on a souhaité voir les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, vous savez, c'est les conventions collectives et c'est eux qui négocient de façon paritaire. Le paritarisme, c'est quand on est à deux, les employeurs d'un côté, les salariés de l'autre. Et le tripartite, c'est quand l'État s'en mêle. Vous voyez, et aujourd'hui, vous avez dans la négociation collective soit un couple salarié-employeur, soit un couple à trois avec l'État. On a souhaité le faire parce qu'en 2019, il y a eu une obligation des partenaires sociaux, qu'on appelle la NAO, négociation obligatoire annuelle, de gérer ce sujet des aidants. Et ce sujet des aidants, c'est un sujet qui a plusieurs portes d'entrée. On a une porte RSE. Ça revient. On a une porte QVT, qualité de vie au travail. On a une porte aussi sur la loi Pacte, les entreprises à mission. Donc on voit bien que ce sujet-là est un sujet qui peut rentrer dans la QVT. Et parallèlement, les salariés aidants, c'est quand même une population qui est visible et invisible. On voit bien qu'un salarié sur 4 sera aidant en 2030, c'est-à-dire 25% de la population. Donc si vous voulez, on voit bien ce qui va arriver. L'idée, c'est de dire, eh bien, ces salariés aidants, il va falloir qu'on puisse les traiter d'une certaine façon. Et donc, cette étude a été faite en 3 points. Premier point, des experts. Deuxième point, une étude quantitative avec 3352 personnes. Troisième point, une étude, je dirais, avec des partenaires sociaux pour leur demander qu'elles pensaient de ces résultats. Et quelques chiffres clés, moi je suis en train de consulter l'étude. 39 ans, c'est la moyenne d'âge d'entrée dans les danses. Oui. Et 8 heures, alors ça, ok, mais 8h,3, c'est précis, heures de temps d'aide par semaine. C'est une journée de boulot par semaine. Sur un 35 heures par semaine. Tout à fait. 39. C'est ça, alors les 39 ans, c'est très tôt.
mais c'est l'entrée dans les danses. Et le troisième chiffre à retenir, c'est quand je suis aidant pendant combien de temps? Eh bien, à 80%, entre 1 an et 5 ans. Donc, vous voyez, on est sur du long terme sur cette thématique. Donc, les salariés aidants, c'est un sujet qu'il faut travailler et qu'il faut, je dirais, négocier dans le cadre des branches, mais aussi des entreprises. Guillaume, quelques mots à ce sujet, justement, pour confirmer les dires de Jean-Manuel, puis on reviendra sur les éléments de l'étude juste après. Merci, Jérôme. Oui, tout à fait. Je rejoins et je partage ce que vient de dire Jean-Manuel. Sur la question des salariés aidants en entreprise, en effet, ça impacte les champs de la santé au travail. Ça impacte, en effet, ça rentre dans la question de la QVT. Ça rentre dans la politique RSE. Ça impacte également l'égalité homme-femme. Oui. Ce sont tous ces sujets-là. Donc je rejoins parfaitement Jean-Manuel lorsqu'il dit qu'en effet, lorsqu'on est un aidant familial, tout d'abord, il y a les visibles et les invisibles. C'est vrai que lorsqu'on est un aidant familial, on lève rarement la main pour aller voir son manager et pour expliquer qu'on fait face à la fragilité d'un proche, quel qu'il soit. Jean-Manuel parlait du vieillissement et de la problématique, en effet, de la perte de la dépendance. Donc ça, c'est le premier niveau de perte d'autonomie, c'est la dépendance. Mais après, vous avez la maladie et après, vous avez le handicap. Et aujourd'hui, Prevencare couvre l'ensemble de cette fragilité-là. Donc nous accompagnons, en effet, des salariés qui font face à la fragilité d'un proche, que ce soit d'un parent, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un conjoint ou même d'une fratrie. Et donc, la solution que nous proposons, c'est d'apporter justement pour l'entreprise une solution de care management qui propose d'accompagner le salarié dans une notion de parcours de soins pour justement l'aider à se repérer dans cet écosystème médico-social qui est complexe et faire pour le compte du salarié aidant. Donc c'est de l'information, c'est du conseil, c'est de l'orientation, c'est de la recherche de prestataires de proximité, et puis c'est surtout de la coordination de services lors de la mise en place des dispositifs. Ce dont ils ont bien besoin parce qu'ils souhaitent aussi continuer à travailler, parce que c'est du lien social, parce que c'est un équilibre personnel, parce que, comme tout le monde de toute façon, on a besoin de travailler, de payer des factures à la fin du mois. Donc ces questions de salariés aidants, il faut pouvoir les repérer, il faut aller les chercher, et lorsque Jean-Manuel, dans son étude, disait que l'âge était à 39 ans. Nous, on le voit. On a été assez surpris. Les précédentes études disaient 52 ans, et puis après 48 ans, 49 ans. Alors des études, il y en a un certain nombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on accompagne des salariés qui sont de plus en plus jeunes. Et 39 ans, c'est exactement ça. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi jeune sur des problématiques d'aidance, avec aussi une explosion des familles monoparentales. Absolument. Et vos clients sont les entreprises, les RH, Et nos clients, ce sont des entreprises, donc c'est l'entreprise qui s'abonne à Prevencare, et c'est exactement ça. Donc notre point d'entrée, ce sont les RH, les DRH, les responsables QVT, et qui ont compris qu'il fallait investir sur le capital humain, qui ont compris qu'aujourd'hui, il fallait aussi fidéliser ses collaborateurs. On parle de valorisation de la marque employeur, on parle d'attractivité, on parle de qualité de vie au travail, on parle d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Et il y a 25-30 ans, les entreprises mettaient en place des crèches d'entreprise ou des places de berceau. Absolument. Et je fais un peu le parallèle avec ça. Aujourd'hui, il y a eu en effet l'accompagnement de la parentalité avec ce type de dispositif. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avec l'allongement de la vie, avec le vieillissement de la population, il fallait aussi proposer des solutions à nos collaborateurs pour leur permettre d'avoir cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et justement d'apporter des solutions et d'investir sur le capital humain. Donc les DRH, c'est un sujet qui infuse de plus en plus au niveau des entreprises, et quelle que soit la taille des entreprises, de la TPE au grand groupe. Qualité de vie au travail, donc bien-être au travail, bien-être des salariés aidants. Et dans l'étude, il y a l'indice IBA, marque déposée, qui était l'indice de bien-être des salariés aidés. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Comment je le mesure, moi, dans ma société Odmedio? Alors, ça va être... Attention, parce qu'il faut quand même faire attention que je ne sois pas coincé en tant que gérant d'entreprise avec toute mon équipe de salariés qui va me demander plein de choses juste à la fin de cette conclusion. Et c'est un indice, d'ailleurs, vous avez le résultat, c'est 5,52 sur 10, le résultat de l'indice. Il y a 12 items qui sont dedans, vous l'avez dans la petite brochure que vous avez sur le stand. L'idée, c'était de dire, eh bien, on a des catégories. Il va falloir trouver dans ces catégories des typologies d'aidants. Et donc la typologie d'aidants, on en a trouvé 4, c'est-à-dire des aidants qui sont autonomes. Alors s'ils sont autonomes, eh bien l'entreprise a des vraies politiques, en même temps l'aidant il gère complètement. Des salariés vulnérables, ils rentrent dans les danses, mais globalement ils ont du mal à faire face à ça. On a des salariés désemparés, c'est-à-dire que
l'entreprise ne fait pas grand-chose, mais l'aidant, c'est important. Et enfin, des salariés aidants accompagnés. Donc on a 4 cartouches, 4 typologies, qu'on voit effectivement en couleur. Et si vous voulez, c'est une photographie. Alors demain, on fera un film, c'est-à-dire qu'on va continuer sur cet indice à vérifier comment, en 2022, ces populations ont évolué en fonction des critères suivants, c'est-à-dire l'importance de l'aidant, c'est l'importance des politiques dans l'entreprise. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des populations, on a des heures plus ou moins importantes sur de passage, parce que je vous rappelle le chiffre initial, c'était 8,3 heures par semaine. Donc là, vous voyez, c'était... Je rebondis sur ce que dit Jean-Emmanuel sur les 8,3 heures. Chez Prevencar, on avait fait une étude. 75% des salariés aidants accompagnés par Prevencar, on leur a permis de dégager 5 heures de temps par semaine. Ah oui. Donc, c'est énorme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est à 4 ou 3 heures? Mais c'est une grosse demi-journée sur une semaine. Donc sur un mois, ce n'est pas rien de se dire qu'au fond, être accompagné par un care manager dédié dans cette notion de parcours de soins fait que j'ai dégagé 5 heures de temps par semaine. Donc il y a un bénéfice pour l'entreprise de dire, en même temps, j'ai un engagement de la part de mes collaborateurs qui est beaucoup plus important. J'ai une valorisation de la marque employeur, je fidélise, j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus sereins, qui sont donc beaucoup plus engagés, et puis des salariés qui se disent, au fond, j'ai une entreprise qui s'occupe de moi et qui m'apporte une solution qui me permet d'avoir cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je complète en disant également que sur l'accompagnement de la fragilité, nous, on ne s'occupe pas uniquement des problématiques liées à la dépendance personnes âgées. On constate malheureusement aussi qu'on a énormément de salariés aidants qui nous appellent pour des problématiques d'handicap d'enfants. Oui, on a tendance un petit peu à l'occulter. C'est maladie chronique. On est sur le marché des seniors. Les maladies chroniques. Non, c'est important de dire ça, parce qu'on parle, quand on voit la loi, on parle de proche aidant, déjà. Alors, proche aidant, c'est pas forcément aidants familiaux. Tout à fait. Proche aidant, c'est plus large que l'aidant familial. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand on parle de proche aidant, il y a 3 catégories de personnes qui sont visées. Des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des maladies chroniques. Ce qui veut dire que la notion de proche aidant n'est pas quelque chose où c'est simple. Non, il y a autant de distinctions d'un aidant face à un autre aidant, et face à des aidants et des aidantes. Et en même temps, avec l'évolution de la société, on s'aperçoit qu'on a 500 000 jeunes qui sont aidants. D'ailleurs, si vous regardez le plan gouvernemental 2020-2022, vous verrez que les jeunes aidants apparaissent aussi. Donc, c'est une population hétérogène et pas homogène, être aidant. Ce qui veut dire que dans les services qui doivent être apportés, 2 choses. Soit on indemnise des jours pour les salariés aidants pour leur dire, eh bien, vous avez une indemnité et vous faites ce que vous voulez de cette indemnité, vous reposez, vous faites autre chose, et puis vous avez des services associés. Donc c'est ce couple produit-service indemnitaire et des services associés qui va théoriquement demain faire en sorte que, eh bien, être salarié aidant, je ne dis pas que ça sera la panacée, mais je dis que ça sera beaucoup plus confortable en disant que j'ai un vrai soutien dans la société. Mais il faut rappeler que c'est quelque chose de composite et qui est... il faut parler véritablement de proches aidants et non pas d'aidants, sachant quand même que les aidants familiaux représentent à 80% les proches aidants. Tout à fait. Et d'ailleurs, 83% des salariés attendent un engagement de la part de leurs entreprises sur des solutions à proposer aux salariés en situation de proche aidance. Donc il y a une véritable attente de la part des salariés sur l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise va me proposer justement pour faire face à la problématique de l'aidance? Comme disait Jean-Manuel, il y avait également sur l'ensemble de ces aidants, moi j'avais un chiffre en tête, je ne sais plus si c'est ça, mais c'est 75% des aidants sont en activité professionnelle, que ce soit à temps plein, à mi-temps, indépendant ou salarié, ce qui est aussi énorme. Et puis, j'avais également un chiffre qui était que à peine 46% des salariés aidants connaissent leurs droits. Oui. Donc, droit au répit, le droit du proche aidant. Donc, ça veut dire que vous avez quasiment plus de 60% des gens qui n'ont aucune connaissance des dispositifs aujourd'hui. Et on le voit, nous, aucune connaissance même des prestataires. Qui peut faire quoi et comment on peut m'accompagner dans mon parcours de soins. Le congé proche aidant qui a été inscrit, qui a été lancé officiellement, on a quoi comme recul aujourd'hui là? Il est utilisé, il est connu. Très peu utilisé. Très peu utilisé. Le plan gouvernemental sur le financement qui date d'octobre 2020 de mémoire ne fonctionne pas.
Et donc, et le gouvernement se dit, mais on ne répond pas bien à la question. On ne répond pas bien à la question. Donc, il va falloir, et si vous voulez, c'est comme dans toutes les politiques, il faut aussi de l'information. Ce sujet-là, si je lève ce déni, et si en plus j'ai de l'information, eh bien ça va faciliter la vie. Alors l'information, c'est quand même plus facile à faire que le problème du déni. Mais il faut rentrer par l'information. Il n'y a pas assez d'information et de communication sur ce sujet. Et une fois qu'on a posé ce constat, on pourrait se dire, bon, ça, je me mets dans la peau, entre guillemets, de la caricature du patronat, encore quelque chose que je vais devoir aux salariés, etc. On est d'accord, hein, caricature. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'étude ? Le soutien aux proches aidants, un levier de performance pour l'entreprise, pour 74% des partenaires sociaux interrogés. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire que voilà, c'est un énième devoir de l'entrepreneur ou du patron face aux salariés. C'est une politique qui peut se mettre en place, qui va réellement permettre une amélioration de la performance, éviter un burn-out, parce que là, effectivement, donc là, est-ce qu'on peut dire deux mots là-dessus ? Oui, alors ça c'est un chiffre important, 74%. Ça veut dire que globalement, le sujet des salariés aidants est un sujet consensuel. Je ne l'avais pas dit au début, mais ça veut dire que les partenaires sociaux, organisations syndicales de salariés, organisations employeurs, considèrent que c'est un vrai sujet et qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est un point positif. Le deuxième, c'est, eh bien, si on s'occupe des salariés, ça coûtera quand même moins cher parce qu'ils vont être accompagnés. Et accompagnés dans le temps, parce que je vous rappelle, 80% c'est entre 1 an et 5 ans. Donc le sujet-là fait consensus. Maintenant, est-ce qu'on va aller plus loin sur maintenant combien d'heures je donne, combien de jours je donne par an pour faire ça et quels sont les services associés? On rentre dans une négociation. Et cette négociation, si vous voulez, elle est difficile parce que vous voyez bien la petite musique qui passe tout le temps. Mais on a trop de charges sociales en France. Ça coûte cher le travail, ça coûte cher. Et en même temps, vous avez l'autre part qui vient d'arriver, mais qui était déjà là, c'est « oui, mais il me manque des gens qualifiés pour travailler ». Je ne parle pas d'hôtel, café, restaurant, qui est un vrai sujet, où il manque 100 000 emplois. Mais quand on parle de 100 000 emplois, on parle aussi des saisonniers. Donc vous voyez, c'est les parents pauvres de cette profession. Mais vous en avez aussi dans d'autres professions. Donc aujourd'hui, être salarié, ça va être compliqué. Et en même temps, l'entreprise va dire « mais moi, je veux les conserver parce qu'ils sont bons. Et il va falloir que je fasse entre guillemets, des efforts sur ce sujet-là ». Donc on est au début de la négociation. C'est ce que disait Jean-Manuel sur la NAO, la négociation annuelle. C'est une obligation de traiter du sujet des aidants. Il n'y a pas encore une obligation de mettre en place un dispositif. Mais je pense qu'on y viendra. Et puis, autant investir sur ces salariés dans des dispositifs pour qu'ils soient justement, on parlait d'équilibre, de qualité de vie au travail, ce qui coûtera toujours moins cher que de gérer les problématiques d'absentéisme, les problématiques de burn-out, de réorganisation du temps de travail, etc. etc. Le salarié sera de toute façon beaucoup plus impliqué, engagé et productif à partir du moment où il aura un état d'esprit serein. On parle de présentéisme. Le présentéisme, c'est je suis physiquement au bureau, mais j'ai la tête ailleurs parce que je dois penser et organiser une problématique d'un de mes proches fragiles. Donc je sais qu'à la fin de la réunion, je vais devoir entre midi et 2 peut-être être sur Internet, aller chercher des informations. Comment me retrouver dans ce niveau d'information qui est assez complexe, qui bouge beaucoup. Et donc c'est aussi ça le problème. Et donc le fait de mettre en place un dispositif est de toute façon un bénéfice pour l'entreprise à partir du moment où elle a compris qu'elle doit investir sur son capital humain. Un chiffre important, et qui a été donné par le Sénat, alors je ne connais pas bien la véracité de ce chiffre, mais les sénateurs avaient dit dans un rapport que l'absentéisme plus le présentéisme, les deux associés, coûtaient à une entreprise 8 000 € par an et par salarié. Ça s'appelle un coût caché. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle a pris conscience qu'un salarié non accompagné, ça va lui coûter de toute façon très cher. Donc, si vous voulez, c'est un point aussi important, et je pense que la démonstration qu'on doit faire demain sur ces sujets-là, c'est de dire vous avez une population d'aidants, quelle qu'elle soit dans l'entreprise, regardez les coûts cachés et vous allez voir que si vous faites quelque chose, ça vous coûtera moins cher. C'est d'ailleurs exactement comme ça qu'on a imaginé ce salon avec la logique de coûts cachés, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour conclure, où est-ce que ça se situe l'élément majeur sur lequel il faut appuyer pour avancer? C'est l'État, c'est une loi, c'est les partenaires sociaux, c'est la branche professionnelle, c'est entreprise par entreprise. Où est-ce qu'on va avancer le plus vite et le mieux à propos
des salariés Alors, aidants. si on veut avancer vite, c'est la branche, parce que la branche, elle cumule, si vous voulez, des entreprises de toute taille. Donc, c'est la branche. C'est l'entreprise et les grosses entreprises et le CAC 40. Donc là, on voit bien qu'eux, elles ont des politiques qui n'existent pas forcément dans les PME, les ETI. Donc, si vous voulez, la porte d'entrée, c'est la branche. La haute porte d'entrée, c'est les grandes entreprises. Et le fait d'avoir une émulation, d'une certaine façon, entre ces entreprises en disant, regardez ce qu'on a fait et comment ça fonctionne. En disant, mais le savoir-faire, il peut se développer. Donc, je pense que la main est aux partenaires sociaux et pas à l'État sur ce sujet-là. La main est aux partenaires sociaux, dans les branches, dans les entreprises. Et les deux leviers à lever, ça sera ma conclusion, c'est il faut de l'information et de la communication et il faut lever ce problème du déni. Un mot de conclusion, Guillaume. Exactement. Ça peut être les branches, ça peut être aussi une réflexion sur une complémentaire santé, une prévoyance, une obligation aujourd'hui de mettre en place un dispositif lors de la NAO, c'est-à-dire qu'on en parle, c'est très bien, on met le sujet sur la table, donc ça permet de créer de la visibilité. Mais maintenant, que proposez-vous exactement pour accompagner vos collaborateurs? Donc je pense qu'en effet, ça passe par l'entreprise et ça passe par, en effet, ce que disait Jean-Manuel, la branche. Moi, je pense aussi que ça peut passer par les complémentaires santé et la prévoyance, pas par l'État. L'État peut encadrer, peut accompagner, peut créer de la visibilité parce qu'il faut en effet informer et parce qu'il faut surtout aussi aller chercher ces aidants familiaux qui ne se considèrent d'ailleurs pas tous comme étant aidants. Donc oui, l'entreprise est expliquer, informer, apporter énormément de pédagogie et puis le bénéfice que l'entreprise va recevoir en investissant sur ce type de dispositif. Merci à tous les deux, Jean-Manuel Cupiec pour l'OCIRP et Guillaume Staub, Prevencare. Merci de cet éclairage sur une thématique importante. Merci Jérôme. Merci et on se retrouve pour le forum avec les différentes sessions networking qui ont commencé. Et bien évidemment, on enchaîne nos autres tables rondes tout au long du festival Silver Echo. On se retrouve tout à l'heure sur ce plateau. Merci.